C'est moi-même qui me déplace avec le groupe à partir d'un certain nombre de voyageurs. En gros, je me déplace et je vais guider, conseiller, accompagner et livrer toutes mes anecdotes comme on en parle depuis tout à l'heure librement, comme si on était au bar ou à table en train de discuter. Bonjour à tous, je suis Fatih, je suis ravi de vous accompagner dans ce nouveau podcast de Fan Culture. Pour cette grande première, j'ai le plaisir d'accompagner avec Nicolas, le fondateur de The Fan Culture. Moi personnellement, j'ai rejoint l'agence début septembre. Je m'en occupais pour tout ce qui est la partie communication dans l'agence. Lui, le Nicolas, il est l'esprit créatif derrière cette incroyable agence. Du coup, il est le meilleur représentant d'avoir nous parlé, nous partager sur la partie culture, supporter et de voyage autour du foot. Dans cet épisode, nous allons explorer et approfondir les aspects de notre monde de travail autour du foot. Nicolas apportera son expertise et ses connaissances en tant que fondateur de The Fan Culture. Du coup, préparez-vous à être inspiré, diverti et apprendre davantage sur ce qu'on aime le plus, le foot et ses fans. Bonjour Nicolas. Bonjour Fatih. Ça va ? Ouais, impeccable. Quand il faut parler de foot et de voyage, c'est toujours top. Du coup, pour commencer, je voulais demander comment le concept a été créé. Du coup, tu peux me parler un petit peu sur l'histoire de l'entreprise ? Ouais, carrément. Donc ça remonte à 2019 où j'ai créé officiellement l'entreprise. J'ai mis à peu près 1 an à la créer, beaucoup de papiers administratifs. Et si tu veux, ce que je voulais, c'était que plutôt que d'attendre le poste de mes rêves, de me le créer moi-même. Et comme j'étais assez rigoureux, je voyageais beaucoup, je kiffe le foot, tout ça a fait que le projet l'a germé. Et ce que je voulais surtout, c'est qu'il y ait cette notion de partage autour du foot et de la culture de la ville et culture du foot, bien entendu. Être en immersion dans la culture locale et avoir un projet qui corresponde aussi à ma philosophie, expertise et authenticité. Ouais. Je voulais vraiment que ça transpire dans le concept, et que ce ne soit pas que du foot. Le foot est le prétexte au voyage, mais pas que. Ouais. Du coup, tu as trouvé des difficultés à commencer le concept de l'entreprise ? Non, pas spécialement. Après, au départ, c'est beaucoup d'administratifs. Comme j'ai dû créer une agence de voyage, il fallait avoir un agrément. Il y a pas mal d'assurances autour de ça. Mais bon, quand c'est son projet, c'est le sien, ça vient du cœur, ça vient des tripes, c'est quand même autre chose. Ouais. Et on a envie qu'il aille au bout. Et c'est pour ça, ça a plutôt été long que difficile. Ouais. Ok. Du coup, peux-tu nous expliquer ce qui distingue The Fan Culture des autres entreprises offrant des expériences de voyage liées au football ? Oui, bien sûr. Pour moi, la grosse différence des autres agences qui vont proposer de la billetterie et de l'hébergement, c'est que moi, je vais beaucoup plus loin que la billetterie et le logement. Je veux vraiment être dans le côté expérientiel, le côté immersif. Et ce que je veux, en tout cas ce que je propose, ce que nous proposons, c'est des destinations que j'ai testées à une ou plusieurs reprises et sur lesquelles j'ai vraiment kiffé, j'ai vraiment passé de bons moments. Et où pour moi, il y avait vraiment une valeur ajoutée à s'y rendre. Et c'est ce qui va me différencier d'autres entreprises qui vont proposer, très bien, des gros matchs, mais uniquement sur les billets et uniquement sur l'hébergement. Tout ce qui est à côté, le partage de culture, le partage de valeurs, le côté immersif, la découverte des fans, de la ville, de sa gastronomie, ça, on ne va pas le retrouver chez les autres. Tandis que le fait que je l'ai testé et que je le présente, je l'approuve, ça a quand même une valeur beaucoup plus forte et c'est beaucoup plus intéressant. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est important de voir tous les différents aspects autour de la ville, comment ça se passe et tout. Ouais. Je trouve que c'est plus important d'avoir que les billets que l'hébergement. Carrément. C'est sûr. Ouais. Du coup, tu peux me parler comment les voyages organisés par The Fan Culture influencent-ils positivement l'expérience des fans du football ? Comme je te l'ai dit juste avant, en fait, si tu veux, pour moi, le match n'est que le prétexte au voyage. Ouais. Le match t'incite, forcément, c'est le match qui va t'inciter à y aller. Mais le sportif, pour moi, ça reste qu'un détail. C'est le seul élément que tu ne maîtrises pas du week-end. Il peut y avoir, t'as beau cibler le meilleur match du monde. Si tu as un 0-0 qui est totalement éclaté, un 1-0 avec un but à la fin pour les visiteurs, ton expérience purement footballistique, elle va pas être super. Moi, ce que je veux, c'est justement aller au-delà. Et que quand tu rentres chez toi, le lundi ou le mardi, selon la durée du séjour, tu dises, peut-être que le match, il a été naze, il a été nul, d'accord ? Mais ce que j'ai vécu à côté, l'hébergement, le
toute la partie visite, la partie culture, la partie gastronomie, Ouais. les bars qu'il m'a recommandés, les plats typiques qu'il m'a conseillés, tout ce côté balade, découverte de la ville dont il m'a fait part dans son carnet de voyage, et ben j'ai passé un week-end exceptionnel. Et Ouais. c'est ça vraiment que je souhaite inculquer et que je souhaite développer dans l'imaginaire des voyageurs et leur façon de voir le week-end foot. Et du coup, pour les réalisations dont tu es le plus fier depuis ton lancement de la Fan Culture, quelle est la réalisation que tu es vraiment content d'avoir fait? C'est pas une réalisation en particulier, c'est plus le côté d'avoir résisté au Covid. Ouais. C'est-à-dire c'était tellement compliqué. Donc si vous faites le parallèle, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, il faut remonter à 2019, donc 5 mois après, il y a le Covid qui arrive. C'est plutôt d'avoir résisté à cette période-là, d'avoir continué, d'avoir cravaché et d'exister, de performer aujourd'hui à l'instant T, après les mois et les mois de galère que tout le monde a pu connaître, et encore plus qu'on est dans l'entrepreneuriat et qu'on se lance à ce moment-là. Ouais. Du coup, dans la période Covid, t'as pas réfléchi d'abandonner le truc ou j'ai pas envie de continuer parce que c'est difficile, on sait pas trop dès qu'on va sortir, découvrir le monde et tout. T'as pas abandonné l'idée? Non, j'ai pas abandonné l'idée. Comme je t'ai dit, ça vient des tripes, ça vient du cœur, ça vient de soi-même. Et quand c'est le cas, c'est une approche qui est totalement différente. Alors après, oui, dans les faits, j'ai dû trouver au départ, pendant 1 an et demi, un autre job à côté, on va dire plus alimentaire, pour pouvoir continuer à travailler, faire avancer, évoluer le projet. Mais avec toujours des perspectives en tête de, comme on dit, de lendemain qui chante, de futur soleil radieux. En fait, j'ai toujours bossé avec mon autre job à côté, avec cette perspective-là. J'avais toujours The Fan Culture, les voyages, le partage. Voilà, c'était ça qui m'animait et non, j'ai jamais pensé à renoncer. La mentalité de Ronaldo, quoi. C'est ça. Toujours aller plus loin, aller plus haut. Et avec vraiment ce côté, j'insiste dessus, cette expertise et cette authenticité. Ouais. Ok, du coup, je voulais savoir un petit peu. On sait que déjà que le monde dans le football, il change. Par exemple, dans les parties joueurs, l'Arabie Saoudite qui rentre dans le jeu, tu vois. Du coup, je voulais savoir les nouvelles tendances, mais pas que sur le football, sur la partie voyage, qu'elle évolue constamment. Du coup, quelles sont les nouvelles tendances dans ce lieu, dans ce marché? Je dirais plutôt une tendance, mais qui est plus, qui a été vérifiée par des chiffres, par des études, et que je ressens aussi, et c'est justement lié au Covid. En fait, si tu veux, aujourd'hui, les gens, ils recherchent de plus en plus le côté expérientiel. L'expérience. Ils veulent moins de fake. On voit trop avec comment on appelle ça, l'explosion des influenceurs, ce côté fake, bling bling. En fait, les gens s'y retrouvent de moins en moins. Ouais. Et à côté de ça, il y a la partie où finalement on s'est rendu compte que pendant plusieurs mois, années, le Covid, ça pouvait tout arrêter en fait. Et du jour au lendemain, tu pouvais quasiment plus rien avoir, les liaisons familiales, le côté hobby, tout ce qui est à côté de notre vie quotidienne, à côté du travail. Bon, on s'est rendu compte que ça prenait finalement une ampleur importante et que quand on n'avait pas ce côté-là, c'était très compliqué à titre personnel. Et donc c'est pour ça, moi ce que je ressens aujourd'hui dans les discours et dans les réservations, c'est j'ai envie de vivre un truc de dingue. Ouais. Nico, présente-moi une destination où je vais vibrer avec mes potes, où je peux partir avec ma femme, avec mes petits, ou même solo. Dis-moi une ville où je vais en prendre plein les yeux. Donne-moi une ambiance où en tribune c'est exceptionnel. Dis-moi là où je vais bien bouffer. Voilà, c'est plutôt ça aujourd'hui, ce qu'on va rechercher. Du coup, parlant de ça, vu que tu as fait l'expérience, les nouveaux, beaucoup de stades, beaucoup d'ambiance unique. Du coup, je voulais te demander quelles sont les destinations qui t'ont marqué leurs ambiances. Tu me poses une belle colle là, mais après en termes d'ambiance, je te dirais forcément, j'en ai deux là qui me viennent en tête, assez récentes. Independiente, qui est un club argentin à Buenos Aires, où j'ai vécu une ambiance absolument exceptionnelle. J'y suis allé en avril pour rencontrer des prestataires locaux. Je pense qu'on y reviendra après dans l'interview en parlant de l'Argentine, mais j'y suis allé pour le derby contre le Racing et c'est une ambiance absolument irrationnelle. L'avant-match, la façon de vivre le football, toute cette partie avant-match en dehors du stade, l'avant-match dans le stade, la partie quand les joueurs entrent pendant le match, l'explosion sur les buts, la façon de vivre le football, c'était extraordinaire. Et River Plate aussi,
au stade Stadium Mas Monumental. Pareil, j'ai rarement vu ça. Toutes les tribunes qui bougent. Généralement, on dit oui, c'est le virage inférieur. Mais là, c'était le virage, le premier étage, le deuxième, le troisième étage, à la fois virage, à la fois latéral, l'autre virage. Bref, tout le stade, c'est un truc absolument de malade mental que j'ai pu vivre là-bas. C'était en plus en Copa Libertadores contre un autre club d'Amérique du Sud dont le nom m'échappe. Et le dernier en termes d'ambiance qui m'a le plus marqué, sur la partie européenne, je dirais le Maracana de Belgrade pour le derby éternel Étoile Rouge Partizan. C'est pareil, tu vas là-bas, tu prends une claque monumentale. Ok, ça c'est pour tout ce qui est côté ambiance. Du coup, pour côté stade atypique, ce qui t'a marqué le plus? Stade atypique, il y a pas mal de stades qui m'ont plu, mais si je pense à atypique, il y en a forcément un en Turquie que je propose pas avec The Fan Culture, mais que j'ai découvert avec un pote à moi, ça remonte déjà à 3-4 ans, si ce n'est plus. C'est la Timsar Arena de Bursa, avec le club de Bursaspor et le club résident. Et en fait, si tu veux, c'est un stade en forme de crocodile et toute la partie extérieure du stade forme le dessus du crocodile avec la bouche du crocodile qui s'illumine. Et du coup, c'est un stade dans sa conception qui est assez exceptionnel, vraiment atypique. J'en ai vu aucun qui ressemblait à ça, que j'ai pu faire en tout cas moi à titre perso. Et c'est vraiment un stade qui m'a marqué. Puis l'ambiance dedans, c'est pareil, l'ambiance était géniale. Ouais, stade avec un crocodile, j'ai jamais vu de ma vie ça. Ok, du coup, le stade préféré du Nicolas? Pareil, j'en ai pas un et c'est vrai, j'ai plusieurs stades en tête, mais c'est des stades en plus qui sont vraiment particuliers. Le premier qui me vient en tête, c'est le stade Apostolos Nikolaïdis, plus connu sous le nom de Léophoros au Panathinaïkos. Le stade en lui-même est assez vétuste, mais en fait, si tu veux, c'est tout ce qu'il y a autour du stade. La partie street art. En fait, quand tu rentres, tu sais que tu arrives dans le quartier du Panathinaïkos. Tu sais, on te le fait sentir, tu le ressens sur les murs, tu le ressens sur les poteaux. Quand tu arrives au stade, dans les bars autour du stade, tu es dans le quartier historique du Panathinaïkos. Et ça, c'est quelque chose que j'ai rarement ressenti dans tous les clubs que j'ai pu faire, et en tout cas qui a vraiment exacerbé pour le Panathinaïkos. Et c'est pour ça que c'est l'un de mes stades préférés, un stade où je pourrais retourner sans me poser de questions, quoi. Tandis qu'il y en a d'autres, tu te poserais les questions 2 fois. Non, mais j'ai déjà fait. Lui, il n'en fait pas partie. Je pense aussi à San Siro, ça que beaucoup d'Européens ont fait, beaucoup de Français ont fait, qui est un stade absolument monstrueux. Quand on sort du métro, je vous conseille, vous sortez non pas sur les stations d'avant, vous allez au terminus, vous sortez à Stadio San Siro, vous montez les marches, et là, quand vous sortez du métro, vous prenez une claque monumentale parce qu'il y a le stade qui s'érige comme ça au loin, qui sort de terre. Et en fait, plus on s'approche, plus on est subjugué par la taille du stade, sa forme, plus les stands de nourriture qui pullulent autour, les vendeurs de maillots. C'est vraiment une atmosphère assez particulière. Forcément, un autre stade, je vais encore t'en citer 2 parce qu'ils me viennent en tête, la Bombonera de Boca Junior. C'est ça qu'on voit souvent passer dans les stades préférés des fans de foot, même à l'échelle mondiale, qui est absolument exceptionnel. Quand on rentre dedans, c'est forcément des frissons parce que c'est une sorte d'aboutissement de rêve qui se réalise quand on rentre à la Bombonera. Et le dernier qui a un véritable coup de cœur, qui est le stade d'Huracan, pareil à Buenos Aires. Par rapport à sa forme, par rapport aux sièges qui sont en fait en forme de siège comme on est assis là, mais en ciment. Le logo qui est apposé dans les virages, c'est vraiment une forme particulière de ce stade-là. Et c'est vraiment un stade pour lequel j'ai eu un véritable coup de cœur. Et c'est pareil, l'un de mes stades préférés. Ouais, j'avais une autre question aussi. Par rapport à l'organisation chez l'Argentine, c'est pas vraiment chaotique parce que moi je sais pas trop, je parle comme un jeune, la plupart des jeunes n'ont pas vécu l'Argentine. Du coup, c'est pas vraiment chaotique, c'est pas vraiment organisé. Ouais, c'est ça, on peut dire ça. Les mots qui ressortent après mon séjour là-bas, c'est chaos et romantisme. C'est-à-dire, je pense qu'on prendra un peu plus tout à l'heure le temps d'en parler, mais c'est une organisation qui est assez bancale, que ce soit pour la vente des places, la façon de vivre le football, les horaires des matchs, les dates des matchs, c'est assez chaotique. Et à côté de ça, tu as un romantisme
parce que finalement les gens ils vivent le football, c'est une façon de vivre. Ouais. Et comme on me disait là-bas, tout est footballisé. C'est-à-dire que je te parle de nourriture, on va te parler de foot. On va te parler de politique, et la personne toi va te parler de foot. Ça va te parler de boulot, tu vas ramener ça au foot. Ouais, et il y a les clubs de quartier qui sont vraiment importants. Et le fait que cette année, tu avais 15 des 28 clubs de la première division argentine qui se trouvait à Buenos Aires. Donc ça renforce encore plus ce côté club de quartier, ces rivalités, tu vois. Ok, intéressant. Du coup, quelles sont les affiches les plus prestigieuses auxquelles tu as assisté? En termes d'affiches, donc là purement sportif, c'était à la finale de l'Euro 2016 France-Portugal qui s'est mal terminée pour nous, pour les Français, au Stade de France. J'ai fait également la finale de l'Europa League en 2017 entre l'Atlético de Madrid et Marseille, qui s'était joué à Lyon. J'ai eu l'immense bonheur d'assister à Chelsea-Real Madrid à Stamford Bridge en 2022, si je ne dis pas de conneries, avec un match exceptionnel de Benzema qui met un triplé pendant le match. J'avais eu la chance d'avoir des places dans la tribune réservée aux Madrilènes. En dernière minute, je me trouvais déjà sur Londres. Et Benzema marque ses 2 premiers buts, les 2 buts de la tête, vraiment juste devant la cage. On me voit d'ailleurs célébrer sur les ralentis de l'UEFA. Derrière, les buts étaient exceptionnels et c'est un match qui a vraiment compté aussi dans le Ballon d'Or qu'après a eu Benzema, forcément. Et un autre match de prestige qui remonte un petit peu, ça va bientôt faire 10 ans, c'était la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Ouais. Et j'étais allé à Rio, Sao Paulo et Fortaleza et j'avais assisté au match, notamment je fais 2 matchs, mais Uruguay-Angleterre à Sao Paulo qui était une affiche top niveau à l'époque. Du coup, quelles sont les belles ambiances que tu as soupçonnées pas avant de t'y rendre? Tu veux dire celles auxquelles je ne m'y attendais pas? Ouais. J'en ai 3. J'en ai 3 qui me viennent en tête comme ça. J'ai Copenhague déjà. Copenhague, j'y suis allé en fait. Je savais qu'il y avait une belle ambiance, mais je ne pensais pas à ce point-là. Et que ce soit le FC Copenhague ou Brøndby, c'est pareil. C'est des clubs qui sont clairement sous-cotés en termes d'ambiance. En deuxième, je te dirais Vienne. La capitale autrichienne. Pareil, j'ai fait le derby rapide contre Austria. On m'avait dit que c'était top niveau, mais pas autant que ce que j'imaginais. Et pareil, j'ai pris une vraie claque en allant là-bas. Il y a une grosse culture ultra, puissance vocale, pyrotechnie, avant-match. En fait, tout est réuni pour passer une super expérience. Et puis Stockholm aussi. J'ai vraiment aimé parce que la ville, peut-être après on en reparlera aussi, la ville est magnifique. Mais j'ai eu la chance de faire les 3 clubs, Aika, Hammarby et Djurgården. Et c'est pareil, il y a une culture ultra qui est fortement développée. Du coup, une ambiance et une culture foot aussi à côté qui est très forte. Et en fait, quand tu vis une expérience là-bas au stade, en termes d'ambiance, tu es vraiment très rarement déçu. Ouais. Donc c'est pour ça, c'est plutôt à l'échelle européenne, c'est 3 destinations. Tu me parlais avant sur la gastronomie. Du coup, je voulais savoir, c'est quoi ton plat préféré d'après tes expériences? Généralement, les plats, quand on mange à l'étranger, c'est toujours un petit peu gras. C'est des trucs qui vont t'émerveiller les papilles, tu vois, ouais. Et encore quelques temps après, même quelques années après, tu vois, tu vas en parler. Quand je pense à Belgrade, alors désolé pour l'accent serbe, c'est Karađorđeva šnikla. C'est une sorte en fait d'escalope de porc ou escalope de veau qui est panée, qui est roulée sur elle-même, qui est frite, avec une sorte de sauce fromagère. Je ne sais plus, c'est Tajmak, j'ai plus le nom précis, et qui va être accompagné de frites avec une petite sauce tartare. C'est vrai régal. C'est un peu gras, forcément, mais c'est magnifique. Khachapuri à Poznan, donc c'est un plat qui est d'origine géorgienne, mais qui est fortement développé sur l'Europe de l'Est, qu'on retrouve en Pologne, et qu'on retrouve aussi un petit peu en Turquie sous une forme différente, qui est une sorte de pâte à pizza, avec une pâte qui est assez épaisse sur les côtés, qui peut être renformée de fromage fondu. Et à l'intérieur, on va retrouver de l'œuf, on va retrouver du
de la tomate ou de la crème et encore saupoudré d'un peu de fromage. Et pareil, caloriquement, tu prends une claque. Attention, tu prends peut-être pas de dessert dans la foulée, mais tu te régales. Et puis sinon, le goulash à Belgrade, j'ai bien aimé, qui est une viande en sauce. Ouais. Et forcément, tout à l'heure, tu me parlais de l'Argentine. Qui dit Argentine dit viande. C'est l'un des plus gros consommateurs de viande au monde. Et là-bas, c'est pareil. Tu te gaves de viande. C'est top. Ils savent très, très bien la faire. Tu as différents types de viande. Et forcément, quand tu reviens, tu prends quelques kilos parce qu'en fait, tu es obligé de goûter. Et à chaque resto, tu vois une viande qui t'attire. Des fois, elles sont même cuites devant toi au feu. Donc forcément, ça t'attire. Donc tu manges. Donc tu prends du poids, mais t'es heureux, donc c'est le principal. Ouais. Après, ça me choque, ouais, parce que je savais pas que la Serbie font des sandwichs. C'est pas des sandwichs, hein, c'est en fait la viande qui est enroulée sur elle-même. Ouais. Et du coup, ça fait une sorte de roulé, mais qu'après tu coupes. Ouf. Et régal. Ça fait régal. pas trop le truc? Non. Il n'y a jamais trop. Il y a jamais trop. Du coup, tu le manges tout seul ou plusieurs personnes parce que... Tout seul. C'est pas grand. Non, si, mais tout seul quand même. Ok. Une taille, genre, comme ça. Ouais, non, ça doit faire ça comme taille, en épaisseur, ouais, comme ça doit faire cette taille. Mais, et des fois, ils t'en mettent même deux. Hein. Selon les restaurants, ils peuvent t'en mettre deux. Ouais. Donc là, il faut avoir le cœur bien accroché, l'estomac. Ce que j'avais dans la tête, c'était un truc plus lent, comme ça. Non. Non? Ok. Du coup, quelles sont les villes que tu recommanderais pour un couple en Europe, par exemple? En Europe? Ouais. Madrid, c'est une ville qui est magnifique. Comme on dit, unpopular opinion, mais tu vois, je préfère Madrid par exemple à Barcelone en termes de ville, parce que tout le monde joue que par Barcelone. Mais par exemple, moi j'ai une préférence plus pour Madrid. Madrid? Ouais, j'adore vraiment la ville, tu peux tout faire à pied. Et pour moi, c'est l'idéal pour faire en couple parce que. Alors après, je veux pas être dans le cliché, mais c'est vrai que dans les voyageurs qu'on a depuis 4 ans, on retrouve beaucoup d'hommes. J'ai envie de dire forcément. Et du coup, il faut pouvoir marier, on va dire, l'aspect foot qui va plus intéresser l'homme, le gars, et la femme qui va s'y intéresser un petit peu moins, qui va trouver plus son plaisir dans la partie culturelle, la partie visite, même la partie gastronomique, bien entendu. Et pour moi, Madrid répond à ce besoin-là, de même que pour Rome. Rome, c'est un musée à ciel ouvert, c'est une ville extraordinaire que l'on peut marier du coup avec du football, avec l'AS Rome ou la Lazio. En l'occurrence, nous, on est plus sur la Roma. Mais c'est pareil, c'est une ville que je recommande. Et Copenhague également, parce que c'est une ville qui est vraiment magnifique. Ces quartiers, je pense au quartier de Niaven, le long des canaux, c'est tout coloré, le quartier de Christiania. Et également qui est vraiment atypique et que je conseille à faire en couple. Après, il y a d'autres villes, je pense à Athènes aussi. Mais en gros, pour moi, s'il y avait un top 3 des villes à faire en couple, ça serait celle-ci. Ouais, du coup, c'est tes recommandations, Nicolas. C'est ça, pour partir en couple, tu me demandes mon top 3, Madrid, Rome, Copenhague, pas spécialement dans l'ordre, mais en tout cas là-dedans vous trouverez. Ça c'est un couple, entre potes. Alors, entre potes, il y en a d'autres. Je pense on va un peu plus s'orienter sur l'Europe de l'Est, du côté de Varsovie. Ce qui est cool là-bas en fait, c'est le coût de la vie. Le coût de la vie est moins cher, ils ne sont pas encore passés à l'euro, donc tu peux plus en profiter, que ce soit en termes de visite et tout ce qu'il y a à côté, de bouffe, de sorties en boîte, en pub, etc., en termes de coût de boisson, notamment pour ceux qui aiment bien faire la fête. Et ça, c'est un rôle quand même important. Et puis à côté de ça, tu as des ambiances XXL. Moi, c'est vrai que les gars, pour moi, ça fait partie de mes ambiances préféré, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour moi c'est mon top 3 en Europe, Varsovie. Et donc quand tout ça est mêlé, finalement tu sais que tu vas avoir un bon match, tu sais que tu vas bien manger, tu sais que tu vas bien boire, tu sais que tu as de quoi visiter, tu sais que l'histoire aussi, même si l'histoire de la ville est assez triste, assez morbide, mais il y a une véritable histoire dans l'évolution au cours du XXe siècle de la ville de Varsovie. En fait, quand tu mets tout ça bout à bout, tu as vraiment de quoi découvrir et de passer un super moment entre potes. Je pense aussi à Budapest. J'avais des voyageurs qui étaient allés. Ils m'avaient fait un retour d'expérience.
Donc là, on est vraiment plus sur le côté festif, sur Budapest, mais après, c'est pareil. On peut faire des balades en bateau sur le Danube, on peut monter au niveau du château. Ouais. L'ambiance du côté de Ferencváros, elle est top. Mais c'est plus sur le côté festif. Et j'avais un voyageur dont je tairai le nom, qui a fait une soirée avec ses potes. Et en fait, si tu veux, le concept, c'est des nanas qui sont un petit peu en petite tenue, on va dire. En tout cas, ils ont développé le concept là-dessus, où tu mets ton casque. En gros, tu vas boire un canon, elle te met un coup sur la tête. Et en gros, ça se passe comme ça. Et donc d'ailleurs, la femme de ce gars, je suis pas sûr qu'elle sache qu'il ait fait ça. Mais disons sur le côté festif, ce que tu vas pouvoir faire en France, qui va te coûter 100 €, là-bas peut-être ça va t'en coûter 30 quoi. Oh. Et ça, sur le côté festif, faire la fête avec ses potes, ou pour faire un enterrement de vie de garçon, c'est top. Et la dernière destination que je te dirais, c'est Glasgow. Ouais. Pareil pour le côté historique et traditionnel, la culture britannique, le fait de pouvoir faire la tournée des pubs. La culture d'avant-match également, le stade en lui-même par rapport au Celtic, par rapport aux Rangers, le Old Firm, c'est l'un des derbys qui a été le plus joué au monde. Et pareil, quand tu mets tout ça bout à bout, tu as de quoi passer un week-end exceptionnel avec tes potes, tu vois. Ouais. Ouais, j'imagine un petit peu avec mes potes, ça sera... T'as le choix, hein. Ouais, je peux le faire, hein. Pourquoi pas. Ok, du coup, tu en parlais, les villes que tu recommanderais pour les couples, les villes pour les entre potes. Ouais. Du coup, une ville ou les villes qui a marqué le plus pour Nicolas. Celle où j'ai un coup de cœur, en fait. Ouais, c'est ça. Oui, bah oui, je peux t'en dire. Là, je pense à Naples. Je pense à Naples pour tous ceux qui sont allés déjà, qui ont fait l'Italie. Ouais. Que vous soyez là dans un stade ou pas, hein, ça n'a pas d'importance. Il y a une grosse distinction historique entre l'Italie du Nord et l'Italie du Sud, avec même des rivalités, une sorte de racisme aussi qui s'est développé entre les deux parties au fil des années, avec une Italie du Nord qui est beaucoup plus riche. Et moi, ce que je kiffe justement sur Naples, c'est ce côté traditionnel, ce côté ville dans son jus, comme on pourrait dire. Ville un peu nature, qui est restée vraiment propre à elle-même en fait. Ouais. Et c'est ce que je kiffe quand je vais à Naples en fait. Certains diront ouais, c'est ville du Sud, c'est un peu sale, mais en fait pour moi ça fait totalement partie du charme de la ville de Naples. Gros coup de cœur aussi sur Athènes. Tout à l'heure je te parlais de Rome, des musées à ciel ouvert. Athènes c'est pareil. C'est une ville, tu as 1001 visites. Mon meilleur spot en Europe en termes de point de vue, pour moi il est sur Athènes. Sur l'une des collines, vous avez une vue extraordinaire et en fait, à ce moment-là, quand vous arrivez en haut, vous vous rendez compte de l'ampleur de la ville d'Athènes qui s'étend mais sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Et ma dernière ville coup de cœur, tout à l'heure je l'ai parlé au niveau d'ambiance et de culture ultra, c'est Stockholm, que j'ai découverte récemment, donc ça remonte à 3 ans je crois, avant de le proposer sur le site. Et c'est pareil, en fait, c'est une accumulation d'îles. D'îlots tout autour qui forment la capitale. Ouais, je vois. Et c'est pareil, chaque île a une spécificité et en fait tu peux quasiment tout faire à pied en te baladant si ça te fait pas peur de bien bouger. Et j'avais vraiment eu un coup de cœur là-bas, j'avais vraiment aimé la ville. À Stockholm. Stockholm, ouais. Du coup, pour les îles, chaque île a par exemple un petit club où il y a une rivalité entre les îles Il y a des rivalités. Alors après, Aika est un peu plus au nord, ils sont dans la ville de Solna, mais qui est rattachée plus ou moins à Stockholm, qui est juste autour. Et après, en termes de rivalité, dans le sud de Stockholm, on va retrouver Hammarby et Djurgården. Et la particularité, c'est qu'une semaine sur deux, ils se partagent le stade. La Tele2 Arena, pendant que l'Aika joue au stade de l'équipe nationale, la Friends Arena. Donc c'est pour ça qu'il y a cette spécificité. Djurgården aussi, le nom d'une île. Mais le club joue à un autre endroit, il ne joue pas sur l'île de Djurgården. Ouais. Ok. Je veux qu'on passe un petit peu sur la partie organisation, plus dans le détail. Et du coup, je voulais savoir comment tu crées tes packs sur le site internet et comment je peux réserver une expérience unique avec Dafan Culture. D'accord, je vais t'expliquer, c'est très très simple. Déjà, je pense que tous ceux qui sont allés sur le site, ils ont pu s'en rendre compte. Chaque fois j'ai pris la parole sur des podcasts ou sur des vidéos, c'est vrai que j'ai essayé d'être le plus clair possible. C'est-à-dire que chaque pack est composé, dure 3 à 4 jours. Pourquoi 4 jours? C'est notamment, je pense à Athènes, à Belgrade, c'est parce qu'il y a tellement à visiter ou par rapport au déroulé des matchs qui sont planifiés tardivement, il faut nécessairement partir sur 4 jours. Mais la plupart sont sur 3 jours. De nuit,
Vous avez forcément l'hôtel qui est inclus dedans, hôtel avec petit déjeuner en formule petit déjeuner inclus. Vous avez également les places de match qui sont à 95% en tribune latérale, inférieure ou supérieure, avec une vue qui est top pour profiter du spectacle sportif, pour profiter du spectacle en tribune. Vous avez le Stadium Tour qui est proposé également, donc il y a la visite du stade à J+1 ou J-1 quand c'est possible. Vous avez le carnet de voyage dématérialisé qui est intégré, qui va recenser tous mes bons plans. Tout à l'heure je te parlais de bar, je te parlais de resto, mes recommandations également sur les plats typiques à goûter, les visites culturelles que je propose, les balades que je recommande et le planning que je fournis, que moi j'aurais fait en tant que fan de foot, amoureux des tribunes et amoureux de la culture locale pour vraiment être en immersion dans cette culture et découvrir ça. Et en gros, je recense tout ça, je le mets noir sur blanc sur un document PDF et je le fournis aux voyageurs avant son départ. Et le dernier élément, c'est moi-même qui me déplace avec le groupe à partir d'un certain nombre de voyageurs. En gros, je me déplace et je vais guider, conseiller, accompagner et livrer toutes mes anecdotes comme on en parle depuis tout à l'heure librement, comme si on était au bar ou à table en train de discuter et on partage ça pendant les 3-4 jours du voyage. Ouais, c'est vraiment intéressant de voyager avec quelqu'un comme toi qui connaît tout en fait. C'est mon guide, il me dit tout, je fais tout, d'accord, je te respecte. T'es le chef, je suis derrière toi. Ouais, mais justement, tu vois, par rapport à ça, j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que je suis une nourrice quand je vais sur place et je ne suis pas, comme j'aime bien prendre l'image, un sac à dos. C'est-à-dire, si tu veux, les gens, c'est leur voyage. C'est vraiment leur voyage. Ils le vivent comme ils l'entendent. Même si je suis sur place, moi, je livre mes recommandations. Je vais vous dire, bon, les gars, ou mesdames et messieurs, le lendemain matin, moi, ce que je vous propose, c'est de faire ça et ça. Mais si toi, tu décides de faire ça, de partir à l'autre bout de la ville, comme tu veux. Voilà, exactement. Mais par contre, si tu as besoin de moi, je suis là. Et je vais bien te conseiller pour les visites, pour les balades, pour la bouffe, pour la nourriture. Par contre, je vais être là. Et c'est arrivé, je prends le cas de Belgrade par exemple, sur le dernier voyage, et à Madrid, qui sont les derniers gros voyages que j'ai pu faire en groupe, où tu avais une partie du groupe qui restait avec moi parce qu'ils étaient deux ou ils étaient même seuls, parce qu'on peut voyager solo aussi. Et d'autres qui étaient entre potes, qui ont fait leur vie, qui sont sortis comme ils l'entendaient. Mais après, ça n'empêche pas de vivre son week-end. Le principal, c'est de suivre son instinct, de suivre ses envies, et puis tout se passe très bien. Ouais, nickel. Du coup, je voulais parler un petit peu sur les types des hôtels. Du coup, quel type d'hôtel que tu privilégies? Il n'y a jamais de traquenard déjà. C'est-à-dire que les hôtels que je propose sont toujours des hôtels que moi j'aurais pris pour moi, qui sont toujours en centre-ville, à proximité des commodités. C'est à minima des hôtels 3 étoiles et comme je t'ai dit tout à l'heure, avec la formule petit déjeuner qui est inclus. Et ça, toutes les informations, le voyageur il les reçoit avant. Au moment de la réservation, je lui explique, je donne toutes les infos et après dans le carnet de voyage, il a de manière plus précise l'adresse, le numéro de téléphone, les prestations qui sont liées, en sachant que ça peut être une chambre double, ça peut être une chambre twin avec 2 lits séparés si tu pars entre potes. Dans certains cas, une chambre triple, une single si tu pars tout seul. Enfin, il y a pas mal de possibilités. Du coup, je voulais savoir quand faut-il réserver ces packs idéalement pour être certain d'en avoir? Il n'y a pas de vérité là-dessus, si tu veux, parce qu'il y a certains matchs qui sont, comme on dit, moins clinquants, qui sont sur le papier, qui sont moins attractifs. Donc, tu vois, tu vas pouvoir réserver peut-être même j'ai envie de te dire jusqu'à 1 mois à l'avance, ou quand j'ai des accords avec les clubs, ça va être 1 mois à l'avance. Tu sais que ça va être bon. Forcément, ça va impacter le coût de ton transport dans ces cas-là, mais c'est possible. Et inversement, par exemple, je vais prendre le cas de Dortmund-Bayern. La semaine prochaine, enfin en tout cas à la date de l'enregistrement, début novembre, il y a 6 voyageurs qui vont se déplacer sur place. Et en gros, les disponibilités, j'en ai juste pendant une matinée, pas plus, parce que le prestataire, il est assailli de demandes. C'est le match que tout le monde veut voir. Donc là, c'est une demi-journée. C'est un truc de malade mental. Et puis tu en as d'autres, je pense à des Manchester-Liverpool, le Derby United contre City, où là, il va falloir réserver peut-être 3, 4, 5 mois à l'avance pour être sûr d'avoir ton pack. Donc ça va vraiment dépendre. Mais c'est comme de partout pareil. En fait, si tu veux le meilleur, il faut anticiper. Tu peux pas dire j'arrive en dernière minute, je veux un United City, je vais voir le Old Firm. Non, ça se prépare en amont. Faut se mettre en contact avec moi. Moi, je pré-réserve les packs déjà. Je sais que tel ou tel voyageur il va être intéressé par tel ou tel package. Mais si tu veux, tu arrives en dernière minute, non, je ne suis pas magicien non plus. Et tout se prépare. En tout cas, si tu veux le meilleur, il faut se préparer comme les meilleurs.
Et donc, il faut être dans l'anticipation. Et après, moi, je m'occupe de tout, bien entendu. Mais voilà, ça se passe comme ça. Mais après, il reste beaucoup de packs, comme je t'ai dit, 4, 5, 6 semaines avant, il n'y a pas de souci. Ouais, du coup, ça dépend de la destination, en fait. Oui, ça dépend et de l'affiche. Ouais. Parce que, par exemple, en Angleterre, tu me l'avais dit, c'est 5 mois avant. Peut-être c'est trop. Parce que moi, je sais pas, par exemple, au niveau de mon emploi du temps, je sais pas, les 5 mois qui arrivent, si je serai là ou pas, tu vois. Je comprends, mais là-dessus, après, c'est pas moi qui pilote l'envie, c'est l'envie des gens, en fait. Si tu veux, il y a tellement de demandes, c'est même pas à l'échelle nationale, c'est même plus à l'échelle européenne, c'est à l'échelle mondiale. Ouais. Je prends le cas, par exemple, tu me parles de l'Angleterre, en l'occurrence, nous, on est sur Manchester United, tu vois. Ouais. Mais je te prends le cas du Celtic, le Old Firm, Celtic contre Rangers. C'est un marché qui est mondialisé de la billetterie parce que cette année, tu as 7 Asiatiques. Et le marché asiatique, et notamment le Celtic, l'exploite à fond. Donc du coup, la demande, elle vient locale, elle est déjà extrêmement forte. À l'échelle britannique, elle est super forte. À l'échelle européenne, elle est très très forte. À l'échelle mondiale, elle l'est encore plus. Avec les Asiatiques qui veulent voir certains de leurs compatriotes sud-coréens ou japonais briller. Et eux, ils ne veulent pas y aller pour un match un peu moins clinquant. Ils veulent aller voir le Old Firm. C'est l'un des derbies les plus joués au monde. Et c'est pour ça qu'il faut s'y prendre forcément à l'avance. Mais c'est la loi de l'offre et la demande, et là-dessus, je ne suis pas magicien malheureusement, mais je comprends l'inquiétude ou les interrogations de ne pas pouvoir se projeter peut-être des fois à plus d'un mois, mais malheureusement, ça se passe comme ça. Ouais. Du coup, par exemple, si moi je veux aller que à l'Angleterre, tu me conseillerais quoi, par exemple? Pour un autre match que Manchester, par exemple? Par exemple, ouais. Ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que je donne la possibilité, j'étudie les différentes possibilités selon les envies des gens. Et je leur dis, ils me disent, voilà, je veux aller à Tottenham ou je veux aller voir un match de West Ham. Moi, je veux regarder les possibilités, je prends contact avec mes prestataires locaux et ensuite je reviens vers le voyageur et je lui dis, ben voilà, c'est jouable. Si c'est jouable, c'est pour tel ou tel match, ou inversement, ce n'est pas jouable, malheureusement, parce que je n'ai pas d'accès à la billetterie, d'accès privilégié, mais par contre, je peux t'orienter vers telle ou telle destination. J'essaie toujours de répondre avec un club soit qui correspond à l'échelle du pays. Par exemple, tu dis je veux absolument voir un match en Angleterre, ou inversement un club qui correspond à une philosophie ou qui est un peu dans le même état d'esprit. Par exemple, quand on me demande le Celtic, forcément, je vais orienter après, et j'ai pas de dispo, je vais orienter sur Manchester, sur le côté anglo-saxon, le côté britannique, la façon de vivre le foot. Ou je vais par exemple orienter sur une destination qui a priori n'a rien à voir, qui est Dortmund, mais avec ce côté mystique autour du stade. Le Celtic Park, le Westfalenstadion, c'est des stades mythiques, emblématiques du foot européen. Donc tu vois, j'essaie de trouver des parallèles après qui puissent répondre à la demande et aux attentes du voyageur. Ouais, en gros, je voulais poser sa question pour voir si ça arrive des clients qui ne savent pas vraiment où aller. Ils veulent voir que le Manchester United, par exemple, mais ils s'en fichent aux opponents, tu vois, ou aux autres qui vont jouer. Du coup, tu peux les conseiller à chaque fois, c'est ça? Ouais, bien sûr, bien sûr. Et après, il y a aussi une autre possibilité qu'on fait de plus en plus, où là, on a plus pour le coup des acheteuses féminines, c'est des cartes cadeaux, des bons cadeaux que les gens veulent offrir soit à leurs conjoints, à leurs petits copains, pour la Saint-Valentin, pour Noël, ou aussi pour des cadeaux groupés de famille, et en gros qui permettent sur le site d'acheter un bon d'achat qui va durer dans le temps, qui va permettre ensuite, quand on l'offre, de donner toutes les possibilités à la personne en question, que ce soit le mari ou un copain ou un pote, et de lui, après coup, de réserver le voyage qui lui convient le mieux, tu vois. Du coup, on passe sur les anecdotes de voyage, qui sont souvent les moments les plus inoubliables dans les voyages. Du coup, peux-tu nous partager un petit peu quelques-unes des anecdotes? J'en ai l'appel, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé en préambule. Quand je parlais dans ta première question, de voir un petit peu d'où est parti le projet. J'ai fait, à ce jour, je sais pas, je dois être environ à 140 stades, quelque chose comme ça. Je dois être quasiment à 700 matchs vus à l'échelle française, bien entendu, et à l'échelle européenne. Dans des anecdotes, il y en a à l'appel, mais comme tu dis, en fait, c'est les trucs que tu te souviens toute ta vie. Des fois, tu te rappelles pas du buteur, tu te rappelles pas du but. C'est pour ça que je te dis en fait que le voyage,
le football, c'est le prétexte au voyage, mais c'est tout ce que tu vas vivre à côté d'un bon plat que tu vas manger, d'un truc marrant qui va t'arriver et qui va faire que tu vas te souvenir de voyage. Là, je pense, avec mon pote, on était parti à Naples, on était parti voir Naples-Fiorentina. Et si tu veux, la veille, on va autour du stade. Et moi, j'avais une veste du Napoli. Et on voit l'entrée, à l'époque c'était le stade San Paolo, et en fait on voit 2 vigiles, et je dis à mon pote, bah viens, on va essayer de passer par là, et on va faire comme si de rien n'était. Et du coup on passe devant les gars, on dit pas un mot tous les deux, on descend, et en fait en descendant, on pensait s'approcher du stade, et en fait on arrive dans les couloirs du stade carrément, avec les télés qui étaient en train d'installer tous les panneaux sponsors pour le match du lendemain, il y avait tous les branchements, et si tu veux, tu arrives dans le couloir qui est tout bleu, et à l'époque, tu avais une sorte de... C'était pas une chapelle, mais il y avait un lieu de recueillement avec plein d'allusions à la religion qui sont contre le mur et que les joueurs touchaient avant de rentrer en fait sur le terrain. On a ouvert, on est arrivé dans les vestiaires et on arrivé à un moment où en fait, donc on prenait en photo comme si on était chez nous. Et arrivé à un moment, il y a une porte où tu dois pousser un poussoir, un peu comme une porte d'évacuation, une porte de sortie. Et là, je dis à mon pote, non, appuie pas là-dessus parce que c'est un coup, tu vas déclencher une alarme. Viens, on reste dans le couloir, après on se taille. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait à ton avis? Il a poussé la porte, mais pas d'alarme. Par contre, quand on est arrivé, on est sorti comme ça, on a vu le ciel, et en fait, on s'est rendu compte qu'on était entre la tribune et le stade. Et le San Paolo, actuellement, je pense que ça doit être toujours le cas. En fait, on était dans une sorte de coursive en dessous, et en fait, tu montes les escaliers, et là, on arrive sur la piste d'athlétisme du San Paolo. Et on se regarde comme ça. On était comme des dingues et on se retourne comme ça et on voit dans la tribune derrière des gens en train aussi d'installer les sièges VIP, de housser les sièges, etc. Et nous, comme des dingues, du coup, on commence à filmer. C'est un truc, tu dis à quel moment t'es dans le stade de Naples, tous les deux, ça arrive jamais, ça. Ça arrive jamais, en ayant bluffé les 2 mecs à l'entrée. Et là, on sent une femme qui est sur le terrain, qui nous fixe comme ça. Et qui au bout de peut-être 2-3 minutes, après un temps de réflexion de sa part, qui va nous voir, dit mais en gros vous êtes qui? Elle parle en italien. Non, on ne parlait pas un mot d'italien, donc on essayait de baragouiner des trucs. Si, on connaît Anthony Réveillère, on lui disait qu'à l'époque, ex-international français, qui est passé par Rennes, par l'OL Valence et notamment Naples, et qui jouait là-bas. Mais ça n'a pas marché, du coup elle nous a raccompagnés à la sortie du stade, elle a passé une brasse monumentale sur les 2 vigiles qui étaient à la sortie du stade, et nous on a tracé droit, après on s'est pas arrêté. Donc là c'est plus vraiment en termes d'expérience, c'est le côté culotté en fait si tu veux, qui nous a ouvert les portes du stade, et dans les autres anecdotes marrantes, pour le coup pour moi c'était pas marrant, mais j'étais parti avec mon petit frère, on était parti à Belgrade, la première fois je suis allé 3 ou 4 fois à Belgrade déjà. C'était pas pour le derby, c'était pendant l'été. Pareil, je devais rencontrer des prestataires, prendre la température sur place avant de le proposer aux voyageurs. Et si tu veux, on a fait un tour des stades et il y avait un stade d'un club de 3e division. Donc il payait pas de mine, mais on n'avait pas trop d'idées pour les visites l'après-midi. Et si tu veux, on arrive dans ce stade et on monte dans la tribune. Donc c'est un stade qui est ouvert. On arrive dans la tribune et là au fond je vois des pattes sous les panneaux vers le poteau de corner et je vois 2 gars qui étaient avec une brouette. Et ces personnes-là, nous on commence à prendre des photos de la tribune d'en face, photos du terrain, et puis si tu veux le gars se rapproche, donc les pattes que je voyais c'était un chien et son collègue, et donc le mec s'approche. Et mon frère était monté en haut de la tribune, moi j'étais en bas de tribune du coup pour prendre des photos un peu plus basses. Et le gars commence à nous parler en serbe. On comprend rien. Voilà, désolé. En anglais. Je lui dis désolé, mais on comprend pas. On prend juste des photos. Je fais même un mime, et lui il me dit ça et il me fait ça. Ok. Je fais le lien, en gros. Le chien. Barre-toi, sinon je t'envoie le chien, je t'envoie le clébard. Bon, je dis non, mais juste photo. En gros, pas de négociation possible. Je dis vas-y, bon, je descends, on se taille parce que je le sens pas du tout. Notre ami serbe, il comprend pas et ça va mal se passer. Et en fait, le temps que je parle, si tu veux, et que je commence à partir, je sens comme ça, je tourne un peu la tête. Et en fait, dans mon angle mort, je vois le chien qui commence à courir dans ma direction. Du coup, j'accélère. Et
si tu veux, j'ai tellement eu une montée d'adrénaline d'un coup. En fait, si tu veux, en accélérant, j'ai failli chuter. Ouais. Ah non. J'ai failli chuter. Tant bien que mal, je tombe pas. J'accélère. Et en fait, si tu veux, j'estimais pendant ce petit laps de temps avoir perdu trop de temps déjà. Et je m'attendais à ce que le clébard, elle arrive et il me chope le mollet ou il me chope le dos. J'en sais rien, quoi. Et ça a dû se passer. J'ai dû courir peut-être sur, pas beaucoup en plus, peut-être sur 15-20 mètres, pas plus, quoi. Et en gros, je me retourne pour voir arriver le chien dans mon imaginaire. Et là, j'entends. Et en gros, il avait arrêté le chien. C'était juste pour me foutre la frousse, quoi. Mais si tu veux, pendant ce laps de temps, cette montée d'adrénaline, j'ai accéléré et j'ai cherché tout de suite l'inconscient cherche un point de repère un peu haut pour prendre de la hauteur. Bah oui. Et du coup, mon frère était plié en deux, mais littéralement, il m'avait vu courir comme un couillon, Bah oui. me faire courser par le chien, puis il est descendu tranquillement, il a pris ses photos et on s'est taillé. Alors après, c'est pas bien ce que je veux dire, mais je peux t'assurer que le chien, je lui souhaitais beaucoup de malheur. Le maître, je lui souhaitais beaucoup de malheur. J'avais une haine pas possible. Ouais. Mais bon, écoute, en plus, ça partait d'une bonne intention. Nous, c'était la découverte de la culture locale en immersion. Ouais. Tu vas dans un club local, c'était un petit peu ça. Et j'ai une dernière anecdote qui est... J'avais une question sur votre ami serbe. Est-ce que tout le peuple serbe sont comme ça ou c'est juste... Non, pas du tout. Non. Les Serbes de manière générale sont top. Ah ouais? Ouais. Okay. Carrément. Il y a peut-être des préjugés justement par rapport à ça. C'est vrai que la Serbie, ça il n'y a pas des stéréotypes genre c'est pas bien, ils sont je sais pas quoi. Non. En tout cas, moi, j'ai jamais eu de mauvaises expériences à titre personnel. On avait même organisé l'année dernière un trip avec nos amis de Football Skiram qui sont sur Twitter, qui a des origines serbes. Non, génial. Esprit d'hospitalité, relationnel, même la vie sur place, très accueillant. Non. Rien à dire là-dessus. Et du coup, je voulais rebondir sur la troisième anecdote, qui est peut-être la plus improbable, la plus folle. Quand je suis parti du coup en Argentine au mois d'avril, il y avait Lisandro Lopez, donc qu'on connaît en Europe parce qu'il a brillé déjà avec le maillot de l'Argentine, qui est passé par le FC Porto, que l'OL a recruté ensuite, qui est parti au Qatar, qui est reparti en Argentine, qui est resté quelques semaines aux États-Unis également. Et il jouait, donc il y avait un match Lanús contre Sarmiento de Junín, et lui jouait là-bas. Donc je décide, parce que j'ai toujours eu un faible pour ce joueur, pour son côté sportif et bien sûr pour ce qu'il représente. Et si tu veux, je suis allé voir ce match. J'ai fait exprès de prendre ma place en tribune latérale, place très basse pour espérer l'interpeller. J'arrive à l'interpeller à la mi-temps. Je lui dis voilà, je suis français. Est-ce qu'on peut discuter un petit peu? Je voulais juste échanger avec lui, voir un petit peu ce qu'il est il est sur sa fin de carrière. Il me dit ok, fin de match, mais bon, c'est la mi-temps, il n'avait pas le temps de s'arrêter. Fin de match qui se passe. Il faut savoir qu'il a 40 ans, brassard de capitaine, la grande classe, numéro 7 sur le dos. Il perd 2-1, c'est lui qui marque. Et il rentre, mais en furie, très très énervé. Il rentre au vestiaire. J'essaie de l'interpeller, rien à faire. Et donc j'attends à la fin du match, vers la sortie du principal. Mais lui, il était avec l'équipe visiteuse. Tous les joueurs locaux de l'équipe de Lanús sortent à la fin, après la douche, etc. Au bout d'un moment, je dis, mais mince, il n'y a pas l'équipe visiteuse, tu vois. Et au bout d'un quart d'heure, je dis, mais je vais demander en fait. J'attends bêtement ici. Il me dit, en fait, c'est pas là qu'il faut attendre. Vous longez le stade. Vous allez vers le virage, derrière le virage, et peut-être vous pourrez voir l'équipe visiteuse. Donc je décide d'y aller. Et en fait, en y allant, là, je vois un mec avec un survêt de Sarmiento. Je me dis, mais c'est quelqu'un du staff, je vais pouvoir l'interpeller, lui va pouvoir appeler Lisandro. Et ce qui se passe, c'est qu'au moment où j'arrive face au gars, j'arrive comme toi, là, face à toi, et je tourne la tête. Et là, qui vois-je? Un seul joueur. Lisandro Lopez. Exceptionnel. Et si tu veux, on a parlé pendant un quart d'heure. On est revenu sur son histoire avec l'Argentine, son histoire avec Sarmiento, parce qu'il s'est rapproché de sa maman. Alors, je crois qu'il est né vers Sarmiento. En tout cas, il a des attaches familiales à Sarmiento, à plus de 40 ans, qui reviennent dans son club local. C'est quelqu'un qui est revenu aussi au Racing, où il a joué quand il était beaucoup plus jeune, qui est revenu gagner le titre. Avec le Racing, qui a une aura absolument exceptionnelle là-bas, qui est une véritable idole. On est revenu sur son arrivée en Europe, à Porto, sur ses années lyonnaises, son départ, sa relation avec Jean-Michel Aulas.
Pendant un quart d'heure, on a même parlé de pêche parce c'est un gars qui adore pêcher. Tu vois, on a trouvé des. Vous avez tout parlé dans ce petit quart d'heure. C'est ça, mais au final, ça Bah transpirait le concept. Bah oui. En immersion, tu ne t'intéresses pas qu'au foot, mais tout ce qu'il y a autour, la culture des fans, la bouffe. Et là, c'était la pêche. On est parti sur la pêche. Mais moi, la pêche, à la base, j'en ai pas grand-chose à faire. Mais je savais qu'il aimait la pêche parce que je me suis ouvert, parce que je le savais. Et lui était tout content. Et du coup, voilà, il m'a annoncé qu'il là, d'ici la fin d'année 2023, il arrêtera sa carrière. Et il se reposera tranquillement, mais une anecdote exceptionnelle parce que je ne sais pas combien il y a de bornes entre la France et l'Argentine, il y a peut-être 5000 km, j'en sais rien, et qu'à l'issue d'un match, un samedi après-midi, un match un petit peu anecdotique de première division, que je tombe sur lui, exceptionnel. Exceptionnel. Oui. Des souvenirs qui restent à vie, qui marquent à vie. Et en parlant de joueurs d'ailleurs, et plus pour faire le parallèle, là je te parle plus des histoires perso, mais des histoires avec les groupes. Quand on est parti à Belgrade les 2 dernières années, on avait croisé 2 joueurs. L'année dernière, Alexander Katai, qui, je ne sais pas d'ailleurs s'il joue encore là-bas, qui était l'attaquant de l'Étoile Rouge, qu'on a rencontré avec tout le groupe. On a pris une photo de groupe qui est top, que tu peux retrouver sur le compte Instagram The Fan Culture. Ouais. Et avec Loïs Diony, le joueur de français, il est revenu au SCO d'Angers, qui a brillé là-bas, qui est passé par Saint-Étienne également, et qui a pas brillé à l'Étoile Rouge, mais pareil, qu'on a rencontré pendant la visite du stade. C'est des trucs, des histoires assez incroyables. Il y a trop d'histoires si... Là encore, je t'en ai pas dit beaucoup. Hein. Ouais, c'est pour ça. Du coup, enfin, je voulais juste plonger sur la partie avenir de The Fan Culture. Du coup, je me demandais, est-ce qu'il y a un projet qui va venir, peut-être ouverture d'une autre pays, par exemple? Si. Après, c'est pas une grande nouvelle parce que j'en ai beaucoup parlé. On en a parlé aussi au début quand on parlait de chaotisme et de romantisme. Ouais. C'est l'Argentine. Ouais. C'est un projet qui est monumental, qui est immense, qui est monstrueux. Tu peux utiliser tous les superlatifs que tu veux. C'est un projet absolument exceptionnel. J'étais et je suis toujours le seul à le proposer en France sur un séjour organisé. Pour le coup, c'est un format qui est différent, de 11 à 12 jours, avec 2 week-ends intégrés, idéalement au milieu de semaine de la Copa Libertadores et de la Sudamericana. Et c'est un projet exceptionnel parce qu'en fait, on va véritablement vibrer et être en immersion dans la culture argentine. La bouffe, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Tout ce qui est viande. Ouais. Tout ce qui est boisson également, le Fernet qui boivent en avant-match. Bon, on est sur de l'alcool, hein, attention à boire avec modération, etc. Le tango, l'aspect culturel, visite. Buenos Aires, c'est une ville qui est absolument monstrueuse. Il y a tellement de distinctions entre les quartiers que chaque quartier est différent et chaque quartier a son romantisme, son histoire, son club. Et du coup, on va le proposer en 2024. Le seul bémol à l'instant T qu'on ne retrouve pas sur la partie européenne, nous c'est vachement cadré. Ouais. Voilà, le calendrier sera à telle date et tu sais les week-ends jusqu'à telle date, jusqu'à la 38e journée ou 34e journée. Là-bas c'est pas pareil. Le championnat il y a 28 équipes, donc 27 journées. 28. Ouais. Donc 27 journées. Plus à côté de ça, la Copa de la Liga, qui est une autre coupe, 2 poules de 14, les mêmes équipes, les 28 équipes, on divise en 2. Et après, ils font des cartes à l'issue des 13 matchs. Même ils font un 14e match en mode derby. Ils font des cartes finales, demi-finales, etc. Et ça n'a pas été déterminé les dates pour l'année qui arrive. Donc ça m'empêche aujourd'hui d'organiser les packs. Exactement. Okay. Mais ça va tomber incessamment sous peu. Et donc c'est un projet qui est absolument immense. J'ai beaucoup de messages privés sur Instagram, sur Twitter. Les gens ont vu quand j'y suis allé, tu vois, et se sont dit, en fait, t'es en train de vivre le voyage que j'ai toujours rêvé. C'est quelque chose d'un petit peu d'inaccessible, qu'on estimait peut-être ne jamais toucher, ne jamais pouvoir voir, ne jamais pouvoir goûter. Et en fait, le fait que j'y sois allé, ça a ouvert beaucoup de portes, et ça donnait beaucoup d'idées aux gens. Autant sur la partie européenne, il y a certaines destinations, je le dis toujours, hein, les gens peuvent s'organiser par eux-mêmes, ceux qui savent faire, qui ont l'habitude, ils ont moins d'intérêt à passer par moi. Tu vois, ceux qui vont passer par moi, c'est ceux qui ont, par le passé en tout cas, qui n'avaient pas le temps, qui ne voulaient pas s'organiser, qui ne savaient pas s'organiser, qui ne voulaient pas se prendre la tête, qui voulaient ne pas avoir à gérer la billetterie, qui ne voulaient pas s'occuper de leur hôtel, qui voulaient avoir tous les bons plans, etc. Mais l'Argentine, c'est pas pareil. Tes billets, tu peux pas les prendre comme tu veux. Ouais. Et tu as les problèmes, est-ce que déjà les billets sont en vente? Au cas, tu peux pas acheter des billets comme une personne lambda. Est-ce que tu es socios? Quand est-ce que tu dois prendre les places?
Où est-ce que tu dois te situer dans le stade, c'est aussi une importance. Et puis après, au-delà de ça, la connaissance de l'environnement. San Lorenzo, tu ne sors pas du stade et tu ne viens pas au stade comme tu veux. Attention, l'une des plus grosses plateformes de drogue de Buenos Aires se trouve à proximité du stade. Potentiellement, il ne peut rien t'arriver, mais tu es obligé d'aller sur place, de savoir, pour ensuite le recommander. Bah oui. Tu vois, c'est quand même une grosse valeur ajoutée. Et quand tu fais 5000 bornes, que tu ne connais pas la langue, ou tu ne parles pas très bien la langue, et que tu peux avoir ce problème aussi de logistique, d'organisation sur place, et ben quand tu as un interlocuteur qui est capable de tout gérer, comme nous, on va le faire à l'avenir, avec nos séjours, c'est quand même une grosse valeur ajoutée. Et c'est pour ça, c'est un projet qui est absolument immense. Ouais. Et après, à moyen terme, j'aimerais bien aussi proposer le Maroc, mais c'est pareil, c'est une organisation qui est assez chaotique, avec le Wydad et le Raja, mais le stade Mohamed V va être en travaux pour la CAN 2025, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est pareil, ça va peut-être repousser le projet, mais en tout cas, c'est dans les cartons. Et il faut découvrir les villes, les pays où la culture foot est forte, où les fans vivent pour le foot, où tout est footballisé, comme je disais tout à l'heure, pour ne pas passer à côté d'expériences extraordinaires et de pouvoir partager avec les fans, de vivre ça avec le locaux. Et je pense que c'est la plus belle les plus beaux voyages. Et c'est, comme tu disais tout à l'heure, les meilleures anecdotes et ce qui te reste au fond du cœur. On ne se rappelle pas des buteurs, on ne se rappelle pas de la façon dont était marqué le but. On se rappelle de l'expérience. Exactement. Ouais. J'avais une question qui n'a rien à voir sur le projet. Mais est-ce que Diego Maradona, c'est une religion en Argentine? J'ai vu une vidéo sur, je crois, Insta, qui parlait que Diego Maradona est une religion. Que, par exemple, je suis chrétien, non, j'arrête. Je suis pas chrétien, je suis Diego Maradona. L'église maradonesque, ouais, c'est ça existe. C'est un truc. En fait, il faut aller sur place pour se rendre compte. Les gens disent Naples, ils vivent que pour Diego, ils vibrent que pour Diego. Mais non. L'Argentine, autre chose. C'est incomparable. Ouais. Et pourtant, Naples, c'est déjà fort, hein. Ouais, je sais. Avec les fresques murales, tu vois, t'as un peu de Diego, le stade. Plus Diego. Que Messi? Ah oui. Ah oui, largement. Incomparable. C'est incomparable. Okay. Et donc, quand tu vas dans le quartier d'Argentinos Junior, par exemple, le quartier de ce qu'ils appellent la Paternale, c'est un musée à ciel ouvert, comme pour Rome et Athènes, sauf que là, c'est que des fresques. Okay. Que des allusions à Maradona. Tu as une sorte de chapelle qui est tenue par, je ne sais plus, son neveu ou son filleul. Le stade s'appelle l'Estadio Diego Armando Maradona. Tu peux avoir accès à la maison où il habitait quand il jouait à Argentinos Junior. Tout est Maradona. Tout. Et l'un des amis à moi qui vit à Buenos Aires, grand fan de San Lorenzo, que je salue au passage, me disait quand il y a eu ses obsèques. Donc il a été son cercueil a été mis à disposition des Argentins pour qu'ils puissent s'en approcher et faire ce deuil au plus proche de leur idole. Et en fait, il y avait tellement de monde, ça dépassait je ne sais pas combien de carrés d'immeubles, il m'a expliqué, je ne me rappelle plus. Ils ont dû arrêter en fait. Et à partir de là, il y a eu des émeutes. Pour te situer la grandeur de Maradona et son poids, dans l'imaginaire des Argentins, ils ont jeté des pierres, des tonnes et des tonnes de pierres sur le lieu en fait qui accueillait le cercueil en fait, en signe de protestation parce qu'ils n'avaient pas pu faire leur deuil de Maradona. Et ça, il m'a dit quand il était lui qui habite sur place, il me dit c'est des trucs irréels que nous Européens ou même d'autres continents on peut difficilement comprendre parce qu'en fait Maradona occupe une place importante dans notre imaginaire, mais on a des années-lumière de voir comment eux le vivent et comment ils le retranscrivent au fil des années, quoi. C'est un truc de... Ouais, c'est fou l'Argentine. Hein. C'est fou. Ouais. C'est le voyage d'une vie à faire une fois. Ok. Merci Nicolas pour ton temps de nous expliqué tout. Beaucoup de temps, même. Beaucoup d'histoires. On pourrait en passer encore des heures et des heures. Tu vois, les anecdotes, on en a raconté quelques-unes. Sur mes coups de cœur, pourquoi ces coups de cœur, pourquoi mes stades préférés. J'ai des histoires à l'appel, peut-être dans des autres podcasts, on pourra faire des focus sur des villes, focus sur des stades, des focus sur des pays peut-être, sur des retours d'expérience après des week-ends avec des groupes. Il y a pas mal de possibilités, mais là je pense qu'on a balayé très très large pour cette première vidéo, ce premier podcast, ce premier épisode, qui j'espère en amènera d'autres. Ouais. Du coup, merci à vous. N'oubliez pas de partager la vidéo, liker. Et si vous voulez une réservation avec nous d'Afan Culture, je vous laisse le lien dans la description. Merci à vous. Merci. À la prochaine.